Salut à tous, nous sommes le jeudi 22 janvier 2026 et notre cher ami, notre frère Andrei Martianov est avec nous. Bon retour parmi nous, Andrei. Avec plaisir. Oui, la dernière fois que nous avons parlé, nous avons eu quelques problèmes techniques ici. Tu te souviens, nous avions des soucis de connexion Internet et tout ça. Je veux présenter mes excuses à notre public, car ce jour-là, j'ai pas eu l'occasion de le faire, de m'excuser. Et à toi aussi, Andrei, parce que, oh non, tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. C'était très bien. Andrei, commençons par ce qui se passe en Europe. L'Europe traverse quelque chose de si difficile, de si grave, qu'elle n'a jamais connu auparavant. C'est la réalité de la politique de puissance, la réalité de ce que les États-Unis jouent en ce moment. Quelle est ta compréhension de l'Europe aujourd'hui? En sont-ils au point de vouloir changer leur politique ou préfèrent-ils s'entêter dans ce qu'ils font déjà et, pour être honnête, échouent à faire? Eh bien, c'est une bonne question en fait. Ils veulent probablement redoubler d'efforts, malgré le fait qu'ils aient soudainement commencé à envoyer des messages du genre « Oh oui, il faut qu'on parle à Moscou » et ainsi de suite. Le problème, c'est que pour redoubler d'efforts sur quelque chose, il faut avoir de quoi le faire, tu vois? Et eux non. L'Europe n'a rien sur le plan militaire. C'est pathétique et totalement dépendant des États-Unis. Ce n'est pas que les États-Unis soient bien meilleurs. On a aussi vu l'aspect militaire de cette situation se dérouler en Ukraine. Maintenant, bien sûr, les États-Unis sont contraints de faire ce qu'ils font, même si beaucoup de gens l'attribueront uniquement à Trump. Ce n'est pas seulement Trump. C'est fondamentalement un consensus général en matière de politique étrangère. Car les États-Unis, pour éviter la faillite et l'insolvabilité, doivent, vous savez, faire quelque chose de grandiose, comme, vous savez, acquérir le Groenland ou quelque chose du genre. Vladimir Poutine, hier, l'a évidemment tourné en dérision de manière brillante. Beaucoup de gens n'ont probablement même pas compris comment il s'en moquait. Moi, je riais. Mais le fait est que l'Europe est finie en tant qu'entité géopolitique. J'en parle depuis une deuxième décennie maintenant. Elle est un objet, pas un sujet, dans les relations internationales. Et maintenant, il est temps pour eux de commencer à planifier, en gros, à se jeter à la gorge les uns des autres, la France, l'Allemagne, et ainsi de suite. Qu'ils le fassent. Et si, au bout du compte, cela revient à s'entretuer, eh bien, autant qu'ils le fassent, puisque c'est ce qu'ils ont fait avec succès pendant de nombreux siècles. Donc, dans ce cas, nous regardons essentiellement, eh bien, pour reprendre la formule de Churchill, ce n'est pas le début de la fin, mais la fin du début, en somme. Voilà le nouveau monde. L'Europe est sans importance dans ce contexte, car la seule chose qui compte, c'est la véritable économie et le véritable esprit militaro-industriel, vous voyez. Autant cela nous attriste de le dire, et les diplomates russes en parlent sans arrêt. Oui, le droit international et ce genre de choses n'ont plus vraiment d'importance. Nous vivons dans un monde de politique de puissance et de soi-disant démocratie. Certains disent que la force fait le droit. Eh bien, encore faut-il avoir une véritable force. Les États-Unis exercent clairement leur domination sur ces Européens, lâches et totalement corrompus. Et c'est la fin de l'Occident tel que nous le connaissons. J'en parle depuis de nombreuses années, et voilà, c'est sous nos yeux. Malgré le narcissisme de Trump, comme je l'ai déjà dit, les États-Unis et Trump, à bien des égards, représentent une grande partie du peuple américain. Et c'est ainsi que les États-Unis perçoivent l'Europe. Penses-tu, Andrei, que ce que fait Donald Trump,
en considérant la situation dans son ensemble, a du sens. Que se passe-t-il dans sa tête? Quelle est la stratégie? Peut-on même parler d'une stratégie? Est-ce, tu sais, la stratégie du chaos? Parce que quoi qu'il se passe sur tous ces fronts, du Venezuela et de l'Amérique du Sud à l'Ukraine, puis à l'Asie de l'Ouest, on observe une certaine forme de chaos. Mais peut-être que l'administration Trump poursuit certains objectifs précis. Pourtant, en prenant tout cela dans son ensemble, penses-tu qu'ils vont parvenir à ce qu'ils ont en tête? Ils ont accompli quelque chose au Venezuela, dans le sens où le pays est désormais totalement soumis. Et tout ce discours insensé du genre « Oh oui, quelqu'un viendra changer quelque chose au Venezuela », eh bien, les Russes, eux, ont en réalité bouclé leurs affaires là-bas depuis 5 ans, pour ceux qui ne le savent pas. La présence russe est minime, et ils essayent d'aider, vous savez. Mais vous avez vu vous-même que le nouveau pouvoir communique plutôt bien avec l'administration Trump. Donc le Venezuela est perdu. On ne peut plus rien y faire, car ils se sont simplement rendus. Et le fait qu'ils organisent encore quelques manifestations là-bas, oui, ils peuvent manifester autant qu'ils veulent. Je veux dire, rien ne va changer. Mais c'est l'autre chose. Le Venezuela n'est pas si crucial, même si cela affecte évidemment la Chine d'une certaine manière. Le vrai problème, ce n'est pas le Venezuela, c'est le Groenland. Et le Groenland, pas tant dans un sens purement militaire, bien qu'il y ait un aspect militaire sérieux, surtout si l'on considère que les États-Unis y ont une présence militaire depuis de nombreuses décennies, même pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce n'est rien de nouveau. Ils ont besoin de posséder le Groenland maintenant pour une raison simple. Cela augmente essentiellement, pas double, mais d'environ 80% la part actuelle des États-Unis sur le plateau arctique. Et cela la double presque. Et c'est une immense richesse. Mais évidemment, comme tu l'as justement dit, il y a certaines personnes, des gens naïfs, qui passent leur temps à parler de choses du genre « Oh oui, des coups d'État organisés ». Les États-Unis n'ont pas de stratégie de coup d'État organisé. Enfin, en réalité, ils en ont une. Mais le problème, c'est qu'ils ne parviennent jamais à contrôler ces coups d'État. Pour une raison ou une autre, ils vendent cette absurdité sur la prétendue toute-puissance des États-Unis. Ce n'est pas le cas. Militairement, c'est un tigre de papier. C'est encore évidemment bien plus fort que l'Europe. Et s'il s'agissait du Groenland, les États-Unis pourraient facilement s'en occuper militairement. Il y a une population d'environ 57 000 habitants autochtones et peut-être une entreprise. Bon, elle enverra 1000 personnes. D'accord, peu importe. Je pense que les marines américains s'amuseraient bien à gérer ça. Mais le fait est que les États-Unis ont besoin de quelque chose qui puisse les préserver en tant qu'entité, militaire, économique, politique, à l'intérieur même de leur territoire. En somme, certains appellent cela la doctrine Monroe 2.0. Peut-être bien, mais oui, l'hémisphère occidental, ils considèrent que c'est leur domaine, leur propriété de cet hémisphère. Et oui, dans l'hémisphère occidental, les États-Unis sont la puissance économique et militaire la plus forte. Et rien ne peut changer cela. Et il faut aussi dire, même si beaucoup trouveront cela désagréable à entendre, que l'Amérique latine ne s'éloigne pas des États-Unis. Car de toute évidence, le Venezuela en est un exemple, l'exemple type. On peut faire à peu près la même chose n'importe où en Amérique latine. On peut acheter les élites. En fait, la plupart des politiciens d'Amérique latine et surtout les militaires ont un prix. Ils ont littéralement une étiquette de prix. Voilà combien je vaux, il suffit de m'acheter. Et c'est comme ça. C'est simplement la réalité des choses. Mais évidemment, dans d'autres régions du monde, c'est une toute autre histoire. Les États-Unis, en réalité, n'y contrôlent rien. Et tu sais, à Téhéran, en Iran maintenant, le ciel au-dessus de Téhéran bourdonne d'avions de transport. La Chine a enfin décidé de dire «
Très bien, nous voilà. Arrêtons de simplement condamner. Passons à l'action. Et la majorité de ces avions de transport ne viennent même pas de Russie, bien qu'il y ait des Il-76 russes et des Antonov 124 qui y volent. Mais il s'agit de l'aviation de transport chinoise qui livre ce qu'elle livre. Ce ne sont pas des complexes de défense aérienne, car les Iraniens n'ont tout simplement pas le temps d'apprendre à utiliser leur système. Les complexes de défense aérienne chinois ne se sont pas très bien comportés lors du conflit indo-pakistanais. Mais autre chose est en cours de livraison. Quoi que ce soit, je ne le sais pas. Enfin, la Chine commence à bouger, comme on pouvait s'y attendre, pour participer activement à la formation du nouveau monde, surtout sur le plan militaire. Voilà donc ce que nous savons jusqu'à présent. En dehors de cela, les États-Unis ne sont plus un acteur majeur en Europe. Il ne peut pas mener une guerre en Europe. En substance, la mythologie militaire des États-Unis a été complètement démolie par la Russie. Et il ne reste qu'une seule chose, comme l'a dit Clausewitz. L'objectif principal de toute guerre est de contraindre l'ennemi à faire notre volonté. La volonté russe, comme nous l'avons déjà dit à de nombreuses reprises, est de parler avec les États-Unis et de conclure des arrangements. L'Europe est sans importance. C'est un ennemi existentiel de la Russie, et les Russes le disent assez ouvertement. Même Kirill Dmitriev, l'envoyé spécial de Vladimir Poutine dans les négociations avec M. Vitkov, a publié hier un excellent message avec des publicités sur Dallas. C'est un cirque, tout simplement. André, tu as mentionné le cas de l'Iran. Et comme tu l'as dit, je suis actuellement à Téhéran. Mais que se passe-t-il à propos des attaques à chaque fois? Hier, le Wall Street Journal a rapporté qu'ils envoient beaucoup de chasseurs dans la région, ainsi que des porte-avions. L'un d'eux, à mon avis, semble déjà être arrivé. Il se prépare, et on peut voir que les Iraniens se préparent aussi. Chaque fois que tu parles avec des responsables, ils disent qu'ils se tiennent prêts à riposter, à défendre l'Iran. Ouais. Mais en ce qui concerne l'opération militaire, je ne la comprends pas, André. Je ne vois pas l'Iran dans une position de faiblesse en ce moment, comme il l'était pendant les premières heures de l'attaque israélienne contre l'Iran. Ils ont été pris par surprise lors de cette attaque, mais ils ne le seront plus. Cela n'arrivera plus. Ils ont essayé de manipuler la société iranienne de l'intérieur avec ces émeutes, mais ils n'ont pas réussi. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire d'autre. Vont-ils larguer une bombe nucléaire sur l'Iran? Non, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça à l'Iran, surtout le groupe de l'AIPAC, c'est cinglé, et une bande de soi-disant sionistes chrétiens. La principale force motrice derrière le fait que les États-Unis ne soient rien de plus qu'une extension d'Israël. Ils aimeraient le faire parce qu'ils sont stupides, très peu instruits, et qu'ils sont endoctrinés. Non, ce n'est pas seulement ça, c'est le fait qu'ils doivent faire quelque chose. Nous savons que c'est la Russie qui a récemment servi de médiateur entre l'Iran et Israël, convenant qu'il n'y aurait pas d'attaque mutuelle, ni de choses de ce genre, du moins pendant un certain temps. Et cela a été très positif pour l'Iran. Parce que cela le permet. Et les Iraniens sont maintenant pleinement conscients, comme vous l'avez justement dit, de ce qui pourrait arriver. Évidemment, un seul groupe aéronaval, c'est une plaisanterie. Ils peuvent certainement attaquer et essayer de causer quelques dégâts, mais ce n'est rien. Pour combattre l'Iran, les États-Unis devraient se mobiliser. D'accord? Les États-Unis n'en ont pas les moyens. Ce qu'ils peuvent faire, c'est adopter la stratégie militaire américaine traditionnelle, pour ainsi dire, lancer tout ce qu'ils ont sur quelqu'un, et ensuite, en gros, attendre de voir si cela donne un résultat. Et évidemment, il faut comprendre qu'Israël continue toujours il ne se contente pas de manipuler. Il contrôle la politique étrangère américaine.
Ainsi, il y a une préparation. Mais comme cela a déjà été dit, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est utiliser des armes à distance. C'est tout. Très peu de personnes dans l'armée américaine, ou dans l'US Air Force, ou dans l'aviation embarquée sur porte-avions d'ailleurs, veulent réellement pénétrer dans l'espace aérien iranien pour y larguer une bombe ou une arme à courte portée, car ils seraient immédiatement détectés. Ils essaieront donc de faire ce qu'ils pensent savoir faire, mais ce n'est pas le cas. Cela s'appelle la SEAD, suppression des défenses aériennes ennemies. Mais l'Iran n'est pas l'Irak. Et il y a en ce moment beaucoup d'agitation diplomatique en coulisses, pour ainsi dire, derrière le rideau. Les Russes et les Chinois essayent maintenant de le retarder autant que possible pour donner à l'Iran le temps de se préparer. Mais les Iraniens, oui, ils ont prouvé qu'ils disposaient d'une défense aérienne assez solide. La seule façon dont ils pouvaient gérer la situation au départ, comme la dernière fois, c'était par le sabotage. C'est ce qu'ils savent faire. Ce n'était pas vraiment une suppression des défenses aériennes. Après cela, ces systèmes ont recommencé à fonctionner. Ils étaient à environ 70% au début, puis se sont améliorés au fur et à mesure que les choses évoluaient. Et bien sûr, tout le monde comprend que cette fois, l'Iran réduirait essentiellement Israël en miettes, ou, disons, le ferait exploser, s'ils continuent à agir comme ils le font. Donc Israël, eh bien, surtout dans les bases militaires américaines. Oui, d'après ce que j'ai entendu récemment, ils rapatriaient du personnel vers les bases américaines de la région. Ce qui est bon signe, car évidemment les États-Unis ne veulent pas prendre ce risque, compte tenu de leur soi-disant défense aérienne américaine, qui n'est pas vraiment une défense, autant dire qu'ils n'en ont pas. Ils sont donc sans défense là-bas. Et le fait qu'ils rapatrient du personnel indique probablement qu'ils ne veulent pas attaquer l'Iran. Ils se contentent de faire tous ces gestes, si l'on veut. Et l'Iran n'est pas le Venezuela, d'accord? L'Iran est un pays sérieux, et c'est une civilisation sérieuse. Il n'y a donc aucun moyen qu'ils envoient, vous savez, une unité Delta Force qu'ils ont déjà essayé. On sait comment ça s'est terminé. Donc, le point, c'est qu'il faut attendre et voir. Mais oui, l'Iran se prépare, et la Russie ainsi que la Chine ont beaucoup aidé. Oui, Andrei, Donald Trump a dit quelque chose pendant son discours à Davos. Quand il parlait du Groenland, il a d'une certaine manière mentionné l'Islande. Il confondait les deux. Mais peut-être que l'Islande est en arrière-plan. Peut-être qu'il pense aussi à l'Islande, parce que l'Islande a beaucoup de... Tu sais, ce qui m'étonne, Andrei, c'est que les États-Unis, au lieu de trouver un moyen de rivaliser, d'avoir de meilleures relations avec d'autres pays, de rivaliser avec la Chine, ils essayent, ou avec l'Est. Tout l'Est est en guerre avec les États-Unis, comme nous en avons parlé aujourd'hui. Et au lieu de cela, ils essayent de s'emparer de terres appartenant à des Européens qui étaient leurs partenaires. C'est incroyable. Eh bien, je veux dire, il faut comprendre le niveau intellectuel des élites américaines actuelles. On observe leur déclin rapide à partir de ce qui n'a jamais été qu'une vision stratégique médiocre de la part des États-Unis. Une grande partie repose sur la mythologie de l'omnipotence, alors qu'en réalité, évidemment, les États-Unis ne sont bons qu'à faire la guerre. Oui, à voler, à kidnapper le dirigeant d'un pays impuissant comme le Venezuela, qui n'a même pas réagi. Vous voyez, donc c'est bon, oui, bien sûr, voilà. Mais la réalité, c'est que tout cela relève avant tout de problèmes d'image. Les États-Unis ne peuvent pas mener une guerre réaliste, mais ils peuvent utiliser leur poids politico-militaire, évidemment, contre des endroits comme le Groenland. Je veux dire, 57 000 habitants, d'accord? Principalement des Inuits autochtones. Et s'il est vrai, apparemment, Donald Trump était prêt à payer $1 million par personne pour faire tomber le Groenland dans l'escarcelle des États-Unis.
Je me demandais, c'est un ami qui pose la question, comment puis-je obtenir les habitants du Groenland, tu vois? Je plaisante, bien sûr. Non, je veux dire, mais oui, c'est ça. Ce n'est pas comme l'impérialisme du XXe siècle, ni celui du XIXe siècle, au début, à la fin, ou même au milieu avec tous ces canonnières. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ils ont une vision très dépassée de l'histoire en général. Parce que si tu regardes de près les gens qui écrivent ces stratégies, ils sont très peu instruits, très peu cultivés. Ils vivent dans un monde où les États-Unis auraient, d'une certaine manière, sauvé l'univers. En réalité, les États-Unis sont en fait un nouveau venu, très inexpérimenté sur le plan militaire, et donc ils s'emparent de territoires en pensant que cela les mènera quelque part. J'ai mentionné spécifiquement le Groenland parce que le Groenland a parfaitement du sens, d'un point de vue, disons, cynique et fondé sur les faits concrets. Oui, on veut ce plateau arctique, même si les États-Unis ne sont pas capables de construire un seul brise-glace moderne. Et quoi qu'ils essayent de faire avec la Finlande, ce n'est pas suffisant pour opérer dans l'Arctique. Quelqu'un doit expliquer cela à Trump et à ces gens-là. Mais malgré tout, on peut au moins y voir une certaine logique. Le reste, comme l'Islande, je ne sais pas. Oui, je comprends que l'Islande n'a pas vraiment de forces armées, peut-être juste la police. Donc oui, ce serait facile s'ils décidaient de faire ça. À part ça, vous savez, l'Europe a évidemment des liens avec l'Islande, comme avec le Groenland. L'Islande est considérée comme un pays européen. Et vous savez, quand on regarde le domaine européen, c'est un impérialiste qui en remplace un autre. Sauf sur un point. Les Russes ont chassé les Français du Sahel. C'est pour cela que Macron ne peut pas pardonner aux Russes d'avoir fait cela. Donc oui, c'est de la politique de puissance. Et c'est aussi une question d'arrangement entre trois puissances, trois superpuissances, les États-Unis, la Russie et la Chine, sur la manière dont elles vont, en quelque sorte, organiser le monde. Après cela, on pourra peut-être commencer à parler de quelque chose qu'on pourrait appeler un modus vivendi, pas tant du droit international, mais un modus vivendi. Et peut-être, à un moment donné, selon la façon dont la crise aux États-Unis se résoudra, car les États-Unis sont essentiellement un pays en faillite. Nous verrons ensuite où cela nous mènera. Mais nous vivons dans un nouveau monde, où l'influence européenne est quasiment inexistante. Et nous avons de nouveau trois superpuissances assises au sommet du monde. Les États-Unis sont une superpuissance en déclin, la Russie est en ascension. La Chine s'est déjà imposée comme la puissance industrielle dominante. Elle est en quelque sorte l'atelier du monde, avec l'Asie du Sud-Est. Il ne faut pas surestimer cela, vous savez, les Chinois ne font pas tout. Non. Il existe de nombreux grands pays, comme l'Indonésie, les Philippines et d'autres, qui participent à ce que l'on peut aujourd'hui appeler la division internationale du travail. Mais ce n'est plus vraiment une division du travail. Vous savez, c'est un peu différent. La Russie s'occupe de l'aspect militaire des choses. Et maintenant, l'Inde est également en train de s'élever. Donc c'est complexe. En un sens, ça semble simple, mais en réalité, c'est une architecture complexe, surtout dans le reste du monde non occidental. Il y a là des dynamiques très complexes. Et le monde occidental, vous savez, c'est l'autre chose. Nous devons désormais considérer les États-Unis non pas vraiment comme un pays occidental. Les États-Unis sont une civilisation à part entière. C'est comme la Russie. Quelqu'un a dit que la Russie est une civilisation déguisée en pays. Il en va de même pour les États-Unis. Les États-Unis ne sont plus un pays européen. C'est une civilisation totalement unique avec ses propres immenses problèmes. Ne vous y trompez pas, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui forme, sur le plan civilisationnel, 3, en réalité, probablement même 4, pôles de puissance. Il faudra voir comment cela évolue.
Je pense que les diplomates russes parleront évidemment du droit international et de la Charte des Nations Unies, mais en réalité, tout reposera sur un modus vivendi et sur la manière dont il sera organisé. André, je pense que ce que Donald Trump essaie de faire avec ce nouveau concept, cette idée d'un rassemblement pour la paix, tu vois, c'est de réunir ces pays. On dirait qu'il essaie de remplacer quelque chose. Il sait que l'ONU ne fonctionne pas, et c'est pour ça qu'il fait ça. Il essaie de créer une alternative à ce qui se passe déjà avec les BRICS, avec l'OCS et tout ça. Il essaie de bâtir une nouvelle forme d'institution. Mais en regardant ce qu'il fait, penses-tu qu'il va réellement y parvenir? Non, c'est typiquement du Trump. C'est comme un de ces casinos, tu vois, tout brillant avec des néons et vendant des produits factices. En gros, de l'or de pirate, qui bien sûr n'est pas du vrai or. Non, c'est juste du marketing. Tout le monde s'en moque, sauf qu'il pourrait embarquer un petit pays là-dedans. En réalité, il veut en tirer de l'argent. Il faut payer le milliard de dollars ou peu importe. C'est une idée absurde en somme. Donc non, c'est juste une distraction. C'est du Trump typique, narcissique, complètement déconnecté de la réalité. Mais quoi qu'il arrive en matière d'organisation, quelles que soient les institutions mises en place, que ce soit les BRICS ou surtout l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est en réalité plus importante que les BRICS si l'on y réfléchit, c'est en quelque sorte l'extension sécuritaire des BRICS. Quel que soit le rôle que l'Organisation de coopération de Shanghai décidera de jouer, ce sera la voie à suivre. Et déjà des institutions sont devenues, disons, totalement émergentes. Les institutions des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai, y compris un système financier indépendant. Donc, peu importe ce que fait Trump, il ne peut rien y changer. Le seul outil dont disposaient les États-Unis et dont ils pensent encore disposer, ils l'ont par exemple contre les Européens. Mais ils n'ont pas cet outil contre ce qu'on appelle à tort le Sud global. La Russie n'est pas le Sud global. Mais parlons des BRICS. Parlons des BRICS. Les États-Unis avaient autrefois cette menace de puissance militaire. On ne peut pas aller menacer les Russes militairement. Les Russes se moqueraient de vous, vous savez. Il en va de même pour la Chine. Ils font encore semblant de vouloir affronter les Chinois. Mais en réalité, c'est un monstre militaro-économique. En gros, un duo, vous savez, Moscou et Pékin. Donc les États-Unis ne comptent tout simplement pas là-bas, de manière réaliste. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est souffler, se gonfler et se taper la poitrine. Mais le système financier alternatif et les institutions politiques alternatives sont déjà en train d'émerger. Ils sont essentiellement en place. Ils sont simplement en train de se développer maintenant. Ainsi, la tentative de Trump de faire cela est un effort ridicule pour ramener quelque chose sous le contrôle des États-Unis. Les États-Unis ne contrôlent pas le monde, point final. Ils n'en ont pas les ressources. Ils n'ont pas la puissance qu'ils ont toujours prétendu avoir, mais qu'ils n'ont jamais réellement eue. Et par conséquent, cette mythologie a été complètement dissipée. Vous pouvez constater par vous-même que les États-Unis, en termes d'organisation et d'équipement, ne sont plus la puissance militaire absolue qu'ils prétendaient être autrefois. Désormais, les États-Unis doivent affronter cette réalité. Ils ne sont plus la première puissance militaire. Et même, comme nous l'avons déjà mentionné, oui, peu importe ce qu'un seul groupe aéronaval peut faire contre l'Iran, eh bien, pas grand-chose en réalité. Ils auront peut-être 2 ou 3 Arleigh Burke, peut-être un autre croiseur de la classe Ticonderoga. Qu'est-ce que ça donne? 96 plus 96 plus 120. Additionnez le tout, environ 310. Divisé par 2, ça fait à peu près 150 Tomahawk qu'ils peuvent lancer. L'Iran s'en remettra comme si de rien n'était. Alors, que peuvent-ils faire d'autre? Ces frappes alpha?
Ils n'en ont pas assez. Et encore une fois, contrairement au Venezuela, qui n'a même pas riposté, je veux dire, ils ont simplement vendu leur président, tout simplement. L'Iran peut lancer des missiles anti-navires capables d'atteindre ce groupe aéronaval bien au large dans l'océan Indien. Alors voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, c'est ce qu'on voit maintenant. Beaucoup de gesticulations, de mouvements de troupes et de matériel. Ils pourraient, à un moment donné, tenter une sorte de frappe. Mais encore une fois, on sait ce qui va se passer. Israël sera réduit à, tu sais, une soumission totale. Parce que, peu importe le type de soi-disant défense aérienne qu'ils essayent de mettre en place pour Israël, ça ne fonctionne pas. Et le reste, c'est comme ce verre qu'on laisse tomber d'un cuirassé. Les armées sérieuses accueillent ça avec des sourires en coin et des rires ironiques. Que veux-tu que je dise? Mais oui, Trump sait comment jouer avec son public. Et on sait qui est son public. Et il doit le faire. Il a les élections de mi-mandat qui arrivent. Et pas seulement ça, je veux dire, bon sang. Je ne voterai jamais pour un démocrate. Tu sais, quoi qu'il arrive, je préfère rester chez moi. Mais c'est un parti unique. Ce ne sont qu'une bande de fous néolibéraux, qu'ils viennent du Parti républicain ou des démocrates. Les démocrates sont plus sataniques, tu vois, à cause de tout ce programme et de toutes ces absurdités. Mais voilà la situation. Trump porte aussi le fardeau des élections de mi-mandat, et il doit livrer quelque chose. Que peut-il bien livrer? Le Groenland. Le Groenland est le cadeau, parce qu'il faut comprendre, c'est énorme. Je veux dire, dans le sens où oui, il dira « Regardez-moi, regardez ça, c'est mon héritage ». Je t'ai donné le double, tu sais. En gros, tes atouts dans l'Arctique, qui est en effet le joyau de notre planète, avec toutes ces immenses richesses là-bas. Et c'est pas seulement le gaz et le pétrole. Il y a tant d'autres choses, notamment des minerais et des ressources de ce genre. Donc bien sûr, cela va faire impression. Et il n'y a rien de mal à cela. Enfin, je veux dire, c'est mal d'un point de vue juridique. C'est évidemment une violation du droit international. C'est du pur harcèlement et du pur impérialisme. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne pour le public national. Et c'est probablement comme ça que ça va se passer. Je peux bien sûr me tromper, mais on dirait que tout le monde pense la même chose. Il va obtenir le Groenland. Je trouve cela tragique, André, de voir que tout est sacrifié à cause de la politique intérieure des États-Unis. Tout. Tu peux l'imaginer. Je le comprends de plus en plus avec le temps, car Vladimir Poutine en a parlé à de nombreuses reprises. Il a expliqué comment la politique intérieure des États-Unis touche tout le monde à travers la planète. Et je pense que c'est un problème énorme. Absolument. C'est aussi une question tragique pour les États-Unis, car ils ne parviennent pas à élaborer une stratégie étrangère cohérente et sensée. En conséquence, comme nous l'avons vu à de nombreuses reprises, il y a eu la catastrophe de l'Afghanistan, celle de l'Irak, celle du Vietnam et de la Corée. Et vous savez, quand on y regarde de plus près, les États-Unis n'ont remporté aucune guerre. Ils les perdent, et parfois de manière catastrophique, au point que le monde entier finit par en rire. Pourtant, ils continuent de dire « Oh oui, nous avons une grande armée ». Non, ce n'est pas le cas. Vous ne comprenez pas comment cela fonctionne. Vous ne parvenez pas à concevoir ni à maîtriser ce point crucial entre la diplomatie réelle et la puissance militaire, qui sont deux éléments essentiels de la position mondiale de tout gouvernement ou de tout pays. Les États-Unis ne l'ont plus. Ils n'ont plus de personnes capables de le faire. Je veux dire, le dernier qui en était capable, c'était James Baker, secrétaire d'État. C'était le diplomate par excellence, un homme respecté même par les Soviétiques, vous savez. Et à cette époque, on voyait encore l'ancienne garde de la diplomatie américaine, qui au moins avait assez d'éducation et de culture pour comprendre qu'il fallait avancer avec prudence. Non, tout cela a disparu.
Regardez-les aujourd'hui. On a une bande d'idiots bardés de diplômes, venus de Georgetown ou d'ailleurs, qui vont sur le terrain et font en gros un numéro de trapèze. On les regarde comme des fous. Et c'est bien ce qu'ils sont, parce que l'enseignement supérieur américain, en ce qui concerne la formation des élites, est complètement en ruine. Ça ne marche pas. Tous ces Harvard, tous ces, vous savez, comme je l'ai déjà dit, Georgetown et tout le reste, les universités Columbia, c'est pathétique. Ils ne seraient même pas capables d'étudier dans des universités russes ou chinoises, parce qu'ils n'en auraient pas les capacités intellectuelles. Mais c'est ce qu'ils font. Ils abaissent tout au point d'en faire des idéologues endoctrinés. Et il y a quelques exceptions. Des gens comme Jeffrey Sachs. Ils se manifestent et protestent. D'accord, tu es le seul, et moi aussi je suis le seul. Il y en a quelques autres qui sortent et disent « Regardez ça, c'est pathétique ». Mais il faut regarder le cœur du problème, la cause profonde, pour ainsi dire. La cause profonde, c'est que les élites américaines sont stupides. C'est aussi simple que ça. Pour ainsi dire, vous savez, quand on regarde le Congrès, quand on regarde ces think tanks, bon sang, ils sont incompétents sur le plan militaire, historique et à bien d'autres égards. Et donc, l'armée américaine est juste, les Russes en rien ouvertement. Vous savez, surtout quand on voit ce que produisent les académies militaires en termes de corps d'officiers, ils en sortent vraiment convaincus d'être la plus grande force de combat de l'histoire. Et puis ils se retrouvent face à la vraie guerre. Ils ne peuvent même pas la comprendre. Ils n'ont pas les outils nécessaires pour saisir ce qui se passe. Et là, on parle de questions complexes. Pas seulement, vous savez, d'histoire militaire ou de doctrine. Nous examinons des questions purement tactiques et opérationnelles. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Regardez ces généraux. Regardez les généraux américains. Si vous voulez discréditer l'armée des États-Unis, laissez simplement les généraux américains parler. Le monde entier en rit, vous savez. Et voilà où nous en sommes. C'est une catastrophe, une crise systémique, à propos de laquelle j'ai écrit 4 livres. Et maintenant, dans cette situation, et bien sûr, pour ainsi dire le point central, le pivot de tout cela, c'est ce qui se passe en Ukraine, qui est en train de cesser d'exister sous nos yeux. Le meilleur de toute la rame russe, en somme, le meilleur substitut que l'Occident combiné ait eu depuis Hitler. Et vous pouvez le constater par vous-même. C'est un échec total. C'est de la destruction. Ils ont tué le pays. C'est un suicide par la police. L'Europe est morte à cause de cela. Et les États-Unis, oui, M. Trump peut courir partout, vous savez, en agitant le poing en l'air, peu importe. Mais personne ne tremble dans les bois. Personne n'a peur des États-Unis. Et voilà la situation, provoquée par cette dernière étape idiote de ces idéologues incompétents et endoctrinés du département d'État, comme Victoria Nuland, et tous ces types de la CIA et du MI6 qui ne seraient même pas autorisés à tondre la pelouse dans un pays compétent. Et donc, vous avez vu le résultat. Ils pensaient tenir la Russie par les gonades en 2014 avec ce coup d'État du Maïdan, amenant essentiellement des nazis au pouvoir en Ukraine et les armant jusqu'aux dents. Eh bien, comme je l'ai déjà dit, des gens très incultes, très peu instruits, ils ne comprennent pas à quoi ils ont affaire, et ils ne le comprendront pas, car ils n'ont pas les outils nécessaires. Il faut avoir une vision objective de soi-même, et on ne peut pas attendre cela de la plupart des généraux américains, ni d'ailleurs de ces types de la CIA qui ne savent même plus espionner correctement. Voilà. André, chaque fois que nous entendons Steve Witkoff ou quelqu'un de l'administration Trump, depuis leur arrivée au pouvoir, ils ne cessent de dire « Nous sommes tout près de parvenir à un accord en Ukraine ». Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment?
Je pense que nous pouvons comprendre la réalité de ce qui se passe en Ukraine et dans les négociations entre les Russes et les Américains à travers les sources russes. Que disent ces sources russes et comment perçoivent-elles la situation actuelle? Eh bien, oui, je le répète sans arrêt. Les Russes parleront aux États-Unis. C'est une question de noblesse oblige, vous savez. En somme, votre position vous oblige à dialoguer avec les superpuissances nucléaires. Et c'est la responsabilité commune des États-Unis et de la Russie de veiller à ce qu'il ne se produise rien, Dieu nous en garde, qui mettrait fin à la civilisation humaine. Mais en ce qui concerne la politique étrangère américaine, comme je l'ai déjà dit, ce n'est que du pur marketing. Il n'y a aucune substance, il n'y en a jamais eu. Enfin, il y en avait, il y a très longtemps. Aujourd'hui, c'est juste, vous savez, un jeu d'image. Trump en a besoin. Il croit encore qu'il peut d'une manière ou d'une autre changer les résultats. Il ne le peut pas. Il n'a ni levier militaire, ni levier économique, ni aucun autre levier dans ce domaine. Que peuvent-ils faire? Imposer de nouvelles sanctions aux Russes. Les Russes les adorent toutes, vous savez. Alors oui, vous pouvez faire ce que vous voulez. En gros, cela ne fait qu'accélérer le déclin complet des États-Unis. Et c'est ce qu'ils ne comprennent pas aux États-Unis. Enfin, peut-être que certains le comprennent. Il y a certains milieux qui savent que les États-Unis ont bien plus à gagner en coopérant avec la Russie et la Chine qu'en étant hostiles et belliqueux. Mais le point essentiel, souvenez-vous quand tout a commencé. Cela fait 1 an maintenant, et les Russes continueront à tirer sur les parties sensibles de ce chat aussi longtemps que nécessaire, car ils l'ont répété jusqu'à la nausée. Et j'aurai une ampoule sur la langue à force de le répéter encore et encore. Quelle est l'expression clé dans tout cela? Les causes profondes. Alors, quelles sont ces causes profondes? L'expansion de l'OTAN. Et comme les Russes l'ont également répété jusqu'à la nausée, ils sont prêts à discuter. Tant que nous nous parlons d'égal à égal et avec le respect qui s'impose, les Européens ne peuvent pas offrir cela. De toute évidence, Trump essaie. Et encore une fois, nous parlons de Trump. Trump est le Trump collectif. Il est totalement mal informé sur tout, donc il se fait essentiellement mener en rond par ce qu'on appelle le renseignement américain, qui n'est pas tant du renseignement que, disons, des idéologues de l'État profond. Et même s'ils le voulaient, ils ne comprendraient probablement pas ce à quoi ils ont affaire. Mais au moins, il essaie. Il reconnaît en Vladimir Poutine, du moins selon la vision de Trump, un adversaire très puissant. Et Trump, étant narcissique, a besoin de se réaliser en quelque sorte en parlant à quelqu'un qu'il pense être son égal. En réalité, bien sûr, Trump n'est qu'une brève bouffée, pour ainsi dire. Comparé à ce que Vladimir Poutine et la Russie ont accompli, surtout au cours des 10 ou 12 dernières années, que va-t-il se passer? Nous continuerons à discuter, mais la réalité est que les exigences russes sont bien connues. Plus personne ne parle de la Crimée. Il s'agit de ces oblasts. Les Russes approchent maintenant de Zaporijia et ils ont avancé de 8 kilomètres supplémentaires hier à Kharkiv. L'oblast de Kharkiv ne faisait même pas partie du plan. Mais les Russes y sont profondément engagés, ainsi que dans d'autres régions comme l'oblast de Soumy. C'est donc une zone tampon. Mais qu'est-ce qu'une zone tampon? Essentiellement, ce seront des territoires sous contrôle russe. Et bien sûr, la question clé ici est la destitution du régime politique à Kiev et la dénazification. Quand vous avez M. Orban, Viktor Orban, qui parle ouvertement du fait que les Allemands en Europe sont en gros responsables de cette résurgence du nazisme, les Russes le savent. Et Viktor Orban a essentiellement exprimé la manière dont les Russes perçoivent la situation. C'est donc une dynamique complexe. Mais au final, comme nous l'avons déjà dit, aussi triste que ce soit, la force fait loi. La corrélation des forces et des moyens décide de tout.
Le champ de bataille est aujourd'hui, pour ainsi dire, le principal générateur de puissance et d'influence à l'échelle mondiale. Et donc, les Russes font ce qu'ils font. Ils vainquent leurs ennemis les uns après les autres. Ils font ça depuis 1000 ans. Quelqu'un doit dire à Trump que l'OTAN n'est même pas la plus forte. Vous voyez? Je ne sais pas comment l'expliquer. Yeah. Ouais. Peut-on dire que ce qui se passe en Ukraine est un effondrement total, parce que l'État ne fonctionne plus. Tu sais, le système énergétique, les infrastructures, ils n'existent plus, et l'armée échoue. La main-d'œuvre a disparu. Les Européens n'ont plus d'armes, ils n'ont plus rien à envoyer à l'Ukraine. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? C'est une situation désespérée. Eh bien, c'est fait. Comme je l'ai déjà dit, l'affaire est conclue. Les Russes étaient prêts à discuter jusqu'en juin 2023. Après juin 2023, avec cette fameuse contre-offensive, manifestement planifiée par des amateurs du Pentagone, de l'état-major britannique et du groupe suisse Baden, nous savons ce qui s'est passé. Les Russes ont observé la situation et l'ont évidemment vaincue avec des pertes catastrophiques pour l'Ukraine et l'OTAN. Il y avait déjà de nombreux membres du personnel de l'OTAN sur le terrain. Et après cela, c'était comme « Très bien, nous allons commencer à resserrer les vis ». Puis bien sûr, il y a eu Koursk. Et après cela, il n'y a eu et il n'y a toujours aucune véritable acceptation des exigences européennes ou américaines. Et oui, comme ça a déjà été dit, Vladimir Poutine, honnêtement, malgré tout son humanisme, et c'est bien ce genre d'homme, même s'il peut être très dur, ne se soucie pas tant que ça de l'Ukraine. Ce qui l'importe, c'est la Russie. Il a répété à de nombreuses reprises qu'il était responsable de la vie et du bien-être de 156 millions de personnes. C'est aussi simple que cela. Et si quelqu'un pense qu'il échangerait cela pour une quelconque raison humaniste, stupide, contre un arrangement avec l'Ukraine qui continuerait de représenter une menace pour la Russie, je lui vends un pont. Si cela devait en venir à l'anéantissement de l'État ukrainien, il serait anéanti. La Russie a tous les moyens de le faire. Et encore une fois, vous avez des gens incultes, sans éducation, au Pentagone, à la CIA, au MI6 et ailleurs. Ils pensent, ou pensaient, que si les Russes avancent lentement, c'est à cause de, tu sais, peu importe ce qu'ils s'imaginaient. Tu vois, on ne peut pas leur expliquer que, les gars, il faut retourner à l'école primaire, étudier l'histoire et apprendre l'art réel de l'opération militaire. Comment les opérations sont réellement planifiées. Ils perçoivent cela comme une faiblesse parce qu'ils sont stupides à ce point. Et comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas besoin d'en faire des tonnes. Il suffit de regarder les absurdités qu'ils racontent. Des gens comme Kellogg, Ben Hodges, Petraeus ou Keane, et ainsi de suite. Ce sont des incompétents. Voilà donc le corps des officiers en janvier qui, tu vois, conseillait tout le monde. Et il en va de même pour la CIA. Ils ont perçu la lenteur et l'approche délibérée de cette affaire comme une sorte de... Eh bien, ils se sont surtout instruits en regardant le film Patton. Ils n'ont jamais vu l'épopée russo-soviétique intitulée « Libération », qui fait passer ce film pour quelque chose d'assez provincial, si tu veux. Mais ils sauraient que, si nécessaire, les Russes peuvent le faire. Ce sont les Russes qui ont inventé les opérations en profondeur. D'accord? Ils n'avaient simplement pas besoin de le faire cette fois-ci. La tâche, surtout après 2023, quand la situation s'est dégradée, la soi-disant contre-offensive, a été un échec cuisant. Je parle de l'Ukraine et de l'OTAN. C'était l'anéantissement physique du personnel ukrainien. Point final. Et c'est ce que les Russes font extrêmement bien. Il n'est pas nécessaire d'aller s'emparer de territoires. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les guerres. Le principe, comme je l'ai déjà dit, consiste à contraindre l'ennemi à faire notre volonté.
Comment contraint-on l'ennemi? On l'anéantit physiquement. On lui inflige tant de souffrance qu'à un moment donné, il cède. Sinon, eh bien, j'ai cette célèbre phrase de Joseph Staline. Si l'ennemi ne se rend pas, il doit être anéanti. C'est aussi simple que cela. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est juste que ces gens du Pentagone et du quartier général de l'OTAN n'ont jamais connu cela. Ils ne savent pas ce qu'est la guerre. En gros, leurs contes de fées leur ont été écrits par des généraux de la Wehrmacht et des SS vaincus, et ils pensent savoir ce qui s'est passé. Non, ici, c'est le front de l'Est, mesdames et messieurs. Et c'est comme ça que ça se fait. Et par conséquent, oui, ce n'est pas seulement l'armée que les Russes ont anéantie, car aujourd'hui, selon les dernières nouvelles, il y a des pertes horribles du côté ukrainien. Ils sont en train d'éliminer ce qu'on appelle le programme 18-24, c'est-à-dire bien sûr quoi, une conscription d'adolescents de 18 ans. Ce sont des enfants. Et les Russes les ont tués, oui. Et maintenant, ils disent « Oh mon Dieu, nous avons tellement de cadavres d'enfants ». En gros, vous voyez. À votre avis, quelle valeur ont ces jeunes de 18 ans qui ont suivi 3 jours, voire une semaine, de prétendues formations au combat dispensées par des instructeurs de l'OTAN? Ils sont inutiles. Ils sont inutiles face à cette puissance de feu et surtout face au développement des moyens opérationnels de contrôle du combat et de gestion du champ de bataille, qui sont les meilleurs au monde. Et donc, ce qu'ils ont, oui, ils disent, depuis Soumy, nous avons avancé. Et là, mon Dieu, ce sont des gamins. Vous voyez, c'est ça la réalité. Et après, le reste de la population féminine d'Ukraine. Maintenant, peu importe s'ils renvoient ces 2 millions d'immigrés, 2 millions d'hommes ukrainiens qui se cachent en Europe, de retour en Ukraine. D'abord, ils ne peuvent plus vivre en Ukraine, vu ce qui s'y passe. Et ensuite, on ne peut pas faire une armée avec ça. Pour créer une véritable armée, il faut une décennie. Il faut une vraie formation. Ce qu'ils ont, c'est de la chair à canon, inutile. On leur donne un Kalachnikov, peu importe, un AK-64, on leur met une sorte de veste et on les envoie dans la Shoah. Leur espérance de vie là-bas se compte en heures. C'est aussi simple que ça. André, nous savons que la stratégie des États-Unis, le document qu'ils appellent la stratégie de sécurité des États-Unis sous l'administration Trump, est essentiellement axée sur l'hémisphère occidental. Ils parlent de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord. Mais quand on voit, tu sais, le Premier ministre du Canada dire que l'ordre international fondé sur des règles ne fonctionne plus, il semble que, même dans l'hémisphère occidental, ils échouent. Et si le Canada ne ressent pas une grande proximité avec les États-Unis, qu'il pourrait? Oh, personne. Cela dit, je peux dire une chose, la stratégie de sécurité nationale qui était le document, j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, c'était évidemment un document révolutionnaire à bien des égards, parce qu'en substance, il énonce la plainte fatale. Les États-Unis se retirent de la domination mondiale, ou du moins de la tentative de domination mondiale, peu importe comment ils l'appellent. Ils n'ont jamais vraiment dominé le monde. Mais d'une certaine manière, c'est révolutionnaire. Quant au Canada, oui, enfin, que puis-je dire? Je vis à côté du Canada. Seattle était bien à quelques heures de route de la frontière. On passe sous l'Arche et on file vers Vancouver si besoin. Pas que j'en ai encore envie. Mais le fait est que, oui, on en parle, et même certains évoquent ce mouvement partisan, les partisans canadiens. C'est presque, eh bien, tu sais quoi, c'est presque comme une comédie à la Bacon canadien, d'accord? Mais la vérité, c'est que le Canada, par ses propres politiques, est essentiellement un pays en échec, parce qu'il impose, peu importe, l'agenda woke, ce genre de choses. Et tu sais quoi? Ouais. Que veux-tu que je dise? Non, les États-Unis, je ne pense pas qu'ils vont aller récupérer le Canada, tu vois. Donc ce n'est certainement pas le Groenland.
Mais oui, Carney a déclaré que c'est une rupture. C'est une rupture. C'est tout simplement l'effondrement complet de tout ce que nous connaissions. Tu sais, comme cette vieille chanson sur la fin du monde telle que nous le connaissions. Et je me sens bien. Je me sens bien. Parce que pour moi, c'est un peu comme « Oh oui, c'est de ça que je parle depuis de nombreuses années, tu vois. » Et voilà, c'est fait. Vous n'avez plus besoin de dire « Oh oui, tout le monde parle de ce qui se passe, mais rien ne se passe. » Eh bien, tout est en train de se passer en ce moment même. Alors, les amis, vous savez, c'est ce fameux principe. Lentement, 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 puis soudainement, tout à la fois. C'est exactement ce qui se passe. Maintenant, je doute que les États-Unis veuillent du Canada. Mais le Canada, eh bien, en réalité, c'est un peu la banlieue des États-Unis. Même quand on va au Canada en passant par notre poste de contrôle de facturation à la frontière, chaque fois que nous voyageons au Canada, nous passons généralement par les régions de l'Est, comme le Montana, le Parc national des glaciers et d'autres endroits du même genre, qui sont faciles d'accès. Mais c'est un point de passage majeur. Et il y a en gros les lettres, pour ainsi dire, gravées sur ces arches, qui, je crois, disent quelque chose comme « deux sœurs de la même mère ». Cela signifie que la Grande-Bretagne a donné naissance aux États-Unis et évidemment au Canada. Donc c'est une culture très similaire, la même langue. La seule chose que je reproche aux Canadiens, c'est qu'ils n'ont pas de steak frites à l'américaine au Canada, pour une raison quelconque. C'est une blague, bien sûr. Mais l'idée, c'est qu'ils sont essentiellement des gens américains. Ce que fait Trump sur le plan intérieur, c'est l'autre sujet du jour. Le fait qu'il ait enfin mis fin au DRI, à toute cette folie de la politique woke, c'est positif. Mais encore une fois, ce n'est pas vraiment lui. Il ne dirige pas réellement le pays. Stephen Miller et son groupe de conseillers, ce sont eux qui dirigent le pays. Donc c'est un point positif. Positif en ce qui concerne les relations avec le gouvernement somalien, qui est essentiellement une blanchisserie et une fraude. Il y a donc beaucoup d'aspects positifs dans ce cas. Et il s'occupe aussi de la question de l'immigration illégale. Ce sont des mesures positives. C'est ce qui aurait dû être fait il y a 20 ans pour donner aux États-Unis une chance de continuer à exister comme pays et finalement de retrouver la raison et qui sait, peut-être contribuer à concevoir un nouveau monde. Et si l'on regarde le tableau d'ensemble, pour ainsi dire, il est mitigé. Mais oui, les États-Unis devront faire face à la question qui est évidemment influencée par Israël, mais il faudra attendre et voir. Après l'assassinat de Charlie Kirk, beaucoup de choses ont commencé à se produire aux États-Unis. Donc, dans l'ensemble, la situation est contrastée. Mais il est évident que la situation économique aux États-Unis n'est pas bonne, pour le dire gentiment. Et comment y remédier? Je ne pense pas qu'ils sachent comment faire. D'où ces tentatives d'inculper le directeur, en gros le responsable des ressources fédérales. C'est du jamais vu. Mais tout arrive de temps en temps, donc oui. André, avant de conclure, j'ai oublié de te demander, tu te souviens, il y a quelques jours, les États-Unis se préparaient à attaquer l'Iran. Soudain, ils ont décidé de ne pas le faire. Et Israël a déclaré, nous ne sommes pas prêts, comme cela a été mentionné, pour cette guerre. Prêts? Pourquoi donc? Parce que d'après ce que je sais, les États-Unis leur ont fourni le tout dernier système de défense aérienne, qui est le... Eh bien, ils ont échoué la dernière fois. Les États-Unis n'ont rien de vraiment nouveau. Ils ont déployé le système THAAD et en une semaine, il a tiré plus d'un quart de ses missiles intercepteurs disponibles, sans effet significatif. Cela dit, tout ce qu'il faut savoir sur la défense aérienne américaine. Et oui, Israël le sait.
C'est pourquoi ils ont classifié toutes sortes d'images du premier assaut, car il est évident qu'ils ont subi d'importants dégâts infligés par l'Iran. Et les Iraniens ont déclaré que cette fois, ils n'allaient pas s'arrêter, ce qui signifie une annihilation physique. L'Iran peut raser Tel Aviv s'il décide de le faire, vous savez. Et les Israéliens le savent. C'est pour cela que Vladimir Poutine est intervenu. C'est la Russie qui a servi de médiateur entre Israël et l'Iran en disant, en somme, réglons cela. Nous ne voulons pas nous attaquer mutuellement. Bien, bien. Personne ne veut que des Israéliens meurent sans raison. C'est simplement parce que Netanyahou et ses fanatiques là-bas veulent tuer les dirigeants iraniens. En gros, ils veulent détruire l'Iran. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'était très positif que l'Iran et Israël soient tombés d'accord là-dessus avec la médiation de Vladimir Poutine en personne, apparemment, parce qu'il entretient de bonnes relations avec Netanyahou. Donc c'est bien. Personne ne veut d'aucune guerre. Combien de temps cela durera, je ne sais pas. Mais tant que cela dure, c'est bien. La paix est toujours préférable. Une mauvaise paix vaut mieux qu'une bonne guerre, disons-le ainsi. En un sens, c'est une sorte de paix temporaire entre Israël et l'Iran, et c'est une bonne chose. L'autre chose, Andrei, c'est le tremblement de terre qui a été enregistré par un sismographe près de la centrale nucléaire de Mona, en Israël. C'était un véritable tremblement de terre enregistré là-bas. Penses-tu qu'Israël va... C'est incroyable. Je ne sais pas si cela traverserait même l'esprit de Netanyahou, car c'est un dirigeant dont les jours sont comptés. Il le sait. Il est désespéré. Il pourrait agir de manière désespérée. Oui, je sais, mais je ne pense pas qu'on en arrivera là. En plus, encore une fois, je ne vois pas ce qu'il pourrait y gagner. Il serait essentiellement déclaré criminel de guerre, criminel contre l'humanité. Et ce serait la fin d'Israël, littéralement la fin. Donc cela ne devrait pas, et je ne pense pas que cela va arriver. De plus, encore une fois, tu te souviens probablement que même les gardiens de la révolution islamique, le corps, ont montré des vidéos d'agents pénétrant essentiellement le programme nucléaire israélien. Il faut être deux pour danser le tango, mais deux peuvent le faire. Qui sait ce qui se passe? Je suis presque sûr que l'Iran est extrêmement bien informé sur tous ces mouvements en Israël, y compris ses installations militaires et nucléaires. Espérons donc que rien de grave n'en découlera. Merci beaucoup, Andrei, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Avec plaisir. À bientôt, André. Au revoir. Bye bye.